On est content que vous soyez parmi nous. Ça me fait grand plaisir. On va aller vite rapidement parce que je m'imagine les agendas des ministres. Alors, Oui, c'est un peu fou. oui, alors, on revient au début de 2020. Oui, On a des rumeurs de pandémie, puis à un oui. moment donné, ça arrive, ça commence. Quelles étaient vos premières impressions, là, à vous? Mais écoutez, moi, je me souviens très bien d'être à Vancouver, en Colombie-Britannique, et déjà, il y a un murmure, il y a une rumeur comme quoi il y a une pandémie qui frappe en Chine. Et en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de liens avec la Chine et il y a aussi beaucoup de tourisme avec la Chine. On est à la fin février, début mars, et puis je m'occupe également du secteur touristique. Et déjà, on voit qu'il y a 50 de baisse de revenus à la boutique hors taxe de Vancouver. Puis là, je suis en discussion avec les hôteliers, les aubergistes, etc., les opérateurs touristiques, et je me rends compte que ça commence à vraiment mal aller. Donc, je suis en conversation déjà avec le bureau du premier ministre à l'époque, avec la ministre de la Santé. Et là, il y a des discussions pour créer un fameux comité COVID qui va gérer la crise. Et puis, finalement, on est 6 ministres nommés sur ce comité-là. Donc, rapidement, je me retrouve au cœur de la gestion de la crise, moins du côté sanitaire, plus du côté économique. Vous êtes près du terrain, hein? Vous avez rencontré beaucoup d'entrepreneurs au Ouais. cours des derniers mois. Quel est le message que vous avez reçu des entrepreneurs au Canada? Mais en fait, il y avait beaucoup d'anxiété, Robert, au départ. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que il y avait, vous savez, moi, je suis une ancienne entrepreneur. Puis ce qu'on essaie en affaires, c'est toujours comprendre nos risques, être Oui. capable de les mitiger, puis tout ça. Il y avait trop de risques. Les gens n'étaient pas capables de lire l'avenir, puis certainement pas la durée de la pandémie. Puis je vous dirais que même qu'au départ, nous, comme gouvernement, notre lecture de la pandémie n'était pas tout à fait celle qui est devenue éventuellement dans le fond, l'effet de notre lecture. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes à Ottawa qui voyaient ça un petit peu plus comme une récession, comme un déplacement de la demande. Il faut aider à faire le pont pour les entreprises. Ça va durer 2-3 mois. On va les aider avec leur liquidité. Puis après, il va y avoir dans le fond, la demande va exploser. Et là, ben, on va être dans un monde où la croissance économique va pouvoir recommencer. Rapidement, sur le terrain, c'est pas ça que je voyais. Donc, je me souviens que la subvention salariale était vraiment très faible. Et là, les entrepreneurs étaient stressés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient les emplois. Et là, ils remerciaient leurs gens. Et là, je me souviens, là, je suis autant au Québec, là, il y a à peu près 800 entrepreneurs sur un Zoom. En Alberta, au même moment, il y a un effondrement du prix du pétrole. Je me souviens, il y en a 1200. Puis les gens, là, je parle des mesures qu'on met en place et les entrepreneurs sont devant leur Zoom, les yeux grands ouverts, très nerveux. Donc, nous, on s'est retrouvés en tant que gouvernement à penser, savoir comment on gère des taux dans le fond, taux de chômage à des 20 25 Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, rapidement, il a fallu mettre en place une subvention salariale qui faisait en sorte que les entrepreneurs pouvaient garder leurs employés. Et donc, on diminuait ce risque-là. Là, il a fallu aller plus loin. On est allé avec une aide au coût fixe. Et là, bon, le programme n'était pas parfait. Il a fallu le retravailler. Et puis aussi rapidement, des prêts aux petites entreprises, les fameux prêts pardon là, de 40 000 puis qui sont devenus 60 000. Et dans tout ça, ben, ce que je me rendais compte, c'est que vous le savez, en affaires, il y a plein de situations. Donc, il y avait quand même beaucoup d'entrepreneurs qui tombaient entre les cracks du système. Donc, c'est là qu'on a développé le fameux plan pour les agences de développement économique, où on devenait des agences de microcrédit, on devenait une bouée de sauvetage. On crée un filet social pour les entreprises. Et c'est comme ça qu'on a développé le fameux programme phare, le Fonds d'aide de relance régionale. Et à ce jour, avec ce fonds-là, on était capable de protéger 100 000 emplois. Donc, ça a été, et encore et toujours, on est en train de développer des nouvelles approches parce qu'on sait très bien qu'on doit jamais rien prendre pour acquis.
les choses vont vite, la confiance peut partir comme ça, puis on le sait en affaires aussi, la confiance, c'est ce qui est fondamental. Donc, vous croyez que les retombées de l'ensemble des programmes que vous aviez mis en place ont été suffisantes pour supporter nos petites entreprises? Je pense que oui. Je pense aussi qu'on se rend compte qu'il y a certains secteurs qui sont plus affectés que d'autres. Ça, c'est évident. Les mesures de distanciation physique ont plus d'impact pour le milieu du détail, puis le milieu de la restauration, de l'hôtellerie et du voyage de façon générale que pour le manufacturier ou les quincailleries, comme vous connaissez très bien, qui vont quand même somme toute bien. donc, c'est pour ça que il va de soi qu'il y a, dans nos mesures, on est conscient qu'il y a certaines industries qui les utilisent plus que d'autres. Puis là, on arrive avec un nouveau programme, Robert, qui est très important pour les industries les plus touchées. Qui va être annoncé sous peu et puis qui va être livré par les banques, un peu comme pour les prêts aux petites entreprises. Donc, on ne peut pas avoir le scoop ce matin, là. Non, mais ça s'en vient parce que le but, c'est que ça soit vu comme pas que des liquidités, mais presque comme un peu du capital patient pour que ça soit sur une longue durée et qu'essentiellement, les entrepreneurs se sentent confiants que, bref, un peu comme des fois, on peut payer des dettes étudiantes très longtemps. C'est l'idée. À HEC, on a des incubateurs, des accélérateurs. On a un préjugé fort favorable pour les femmes. Près de 50 certains de nos programmes, c'est plus que 50 sont des femmes. Oui. On a des succès, je pense à Savannah Tardif de BU Cosmétiques qui a été en exemple par la BDC comme une réussite durant la pandémie. Oui. C'est quoi votre vision pour les femmes entrepreneurs à passer à travers la crise économique? Comment on peut faire pour elles, pour continuer à les aider, à les supporter? Oui. Mais c'est évident que les femmes ont été plus affectées par la pandémie. Au Québec, on est chanceux, on a un réseau de garderies. Mais ailleurs au pays, ce n'est pas le cas. Et dans plusieurs endroits au monde, ce n'est pas le cas. Et enfin, je pense qu'il y a un consensus qui se dégage, autant au Canada anglais qu'aux États-Unis, qu'on ne peut pas penser qu'on va pouvoir sortir de la crise sans avoir un réseau d'aide aux garderies, parce que réseau d'aide aux femmes et donc nécessairement pour soutenir les enfants et les garderies, parce que ça fait en sorte sinon qu'on n'a pas de participation des femmes à l'économie, ce qui va plomber nos objectifs de croissance, notre capacité de croissance. Puis aussi, ben, ça fait en sorte que nécessairement, une femme ne se lance pas en affaires. Puis aussi, ben, quand elle s'occupe des enfants, elle n'a pas le temps de faire les contacts nécessaires pour développer son entreprise, pour aller chercher du capital, pour faire des ventes, développer des marchés, améliorer ses produits. Bref, la base de ce qu'on fait en affaires. On savait déjà qu'avant la crise, il y avait des enjeux de financement, que les femmes avaient de la misère à aller se faire financer. Et donc, on avait mis sur pied via différents programmes, notamment les agences de développement économique, la stratégie pour les femmes entrepreneurs, mais on doit en faire plus. Donc, on doit y aller avec des développements de programmes sociaux, puis en même temps, il faut utiliser les leviers d'affaires, de prêts, etc., de capitaux aussi pour que les femmes puissent avoir une chance égale à se lancer en affaires. Puis moi, en tant que femme de maintenant 42 ans, je le vois autour de moi, Robert. Oui. Je suis allée dans une faculté de droit où on était 60 de femmes. Mais c'est génial de voir aussi qu'il y a plusieurs succès féminins, mais somme toute, il y a quand même certainement pas 60 des femmes qui sont dans des postes décisionnels en droit ou en affaires. Il y a des avancées, mais il faut en faire plus. Oui, il faut travailler. Je lisais un article, 40 les 40 plus grandes entreprises françaises, à la bourse française, une seule est dirigée par une femme.
Donc, il y a encore beaucoup de travail aussi. Ce n'est pas uniquement un problème canadien, je pense que c'est un Non, c'est ça. problème. Je pense qu'on est mieux que certains pays, dont la France, mais il faut en faire plus. Puis, en même temps, ben, nous, au cabinet, on a un comité paritaire. Ça aide, je trouve, ça lance un bon message. En même temps, en affaires, c'est encore beaucoup une réalité masculine. Puis ben, moi, ça me fait plaisir, Robert, de pouvoir parler avec vous de cette question-là aujourd'hui. C'est une grande préoccupation qu'on a pour nous. Par exemple, on a relevé que les programmes de subvention, souvent, pour les jeunes entrepreneurs, arrêtent à 35 ans, alors qu'à 35 ans, souvent, les jeunes femmes sont encore à élever la famille. Aujourd'hui, les enfants sont plus tard. Alors, ils n'ont pas le droit au programme d'aide. Oui. Alors, c'est un bon point, ça. Ça, c'est des petits détails qu'on peut regarder, mais qui changeraient vraiment. D'autres préoccupations, nous, c'est les immigrés. On a vraiment on a un incubateur qui s'appelle Entreprisme, qui a été reconnu par la OCDE, qui est un des meilleurs. Souvent, on a l'impression que les universités sont un peu en dehors, mais chez nous, on fait un travail exceptionnel. Je suis très impressionné. Tu sais, moi, je viens du milieu des affaires. Je vois ce qu'il fait, je me dis, c'est un wow. Mais les immigrés, on a un peu de problème. Tu sais, l'indice entrepreneurial québécois nous indique que les immigrés veulent lancer leur entreprise au même niveau que la population des natifs, si on peut dire, mais pourtant, ils réussissent seulement 50 de leur objectif. Alors, on se rend compte que lorsqu'ils ne sont pas citoyens canadiens encore ou ils n'ont pas leur résidence permanente, ils n'ont pas droit à aucun programme. Pourtant, nous, on a un très bel exemple, Potluck, 2 étudiants français qui viennent au HEC, participent à nos programmes. Écoute, ils ont lancé un programme depuis 5-4 ans. Ils viennent de lever 20 millions d'actions dans le marché. Ils sont à Montréal, Toronto. Ils viennent d'ouvrir à New York. Tu sais, c'est quoi votre vision ou la vision de votre gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat chez les immigrants pour réussir comme Potluck a réussi? Oui. Mais ça, c'est vraiment une question qu'on se pose parce qu'il y a un lien direct entre, comme vous l'avez dit, le système d'immigration puis leur capacité à avoir accès à la résidence permanente le plus rapidement possible. Puis en même temps, tout ce qui est comme accès à des programmes, à du soutien, etc. Bon, il y a différentes choses. Premièrement, il y a des communautés qui sont plus victimes de racisme et d'enjeux d'accès à des capitaux, notamment les communautés noires, qui peuvent avoir été ici depuis des générations. Et puis, on a lancé le fameux programme en soutien aux communautés noires, donc pour avoir accès à du financement et à soutenir des nouveaux incubateurs par la communauté pour les communautés. Donc, je pense que ça a été très bien reçu. Et puis là, on se retrouve avec des membres des communautés noires éduqués qui ont des expériences parfois en grand cabinet, etc., dans des milieux professionnels et qui se retrouvent à se buter à des barrières systémiques qui sont absurdes. Donc, ça a été, je pense, on a lancé ça il y a environ 1 an. On est en train de voir les résultats, mais je pense que c'est très prometteur. L'autre chose aussi, c'est qu'on essaie de développer des espèces de corridors d'immigration où nos nouveaux arrivants se retrouvent à avoir, lorsqu'ils étudient dans nos universités, au HEC ou ailleurs au pays, ils ont accès rapidement à la résidence permanente. Oui. Parce que pour nous, c'est la meilleure façon de les intégrer. Mmh. Puis, c'est les immigrants les plus qualifiés, donc que tous les pays veulent avoir dans le monde. Donc, ça, on travaille là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment une priorité. On a augmenté nos seuils d'immigration parce qu'on savait que présentement, au Canada, il y a un vieillissement de la population. On sait qu'on doit avoir une main-d'œuvre qualifiée. On sait qu'il y a du monde partout à travers la planète qui s'éduque, puis qui veulent vivre ici, parce que je pense que si on avait à choisir, si on nous donnait le choix où naître dans le monde, je pense que notre premier choix serait ici, au Canada. Donc, c'est pour ça que notre objectif, c'est vraiment de pouvoir aider ces entrepreneurs à se lancer. Maintenant, Robert, si les HEC ont des bons programmes intéressants dans lesquels nous, dès qu'on devrait investir, moi, ça me ferait plaisir parce que c'est certainement une priorité. Bon, je vous demanderais presque d'aller répéter, mais c'est sûr qu'au montage… C'est dit, c'est enregistré, c'est enregistré.
Nous, on accompagne très bien nos startups. Tu sais, je pense qu'on fait un très bon travail au niveau des... Puis on a un taux de survie incroyable, là. Contrairement à ça, si on se compare, vraiment, Mais on aurait... Tu sais, des fois, on se questionne sur le rôle du Développement économique Canada pour appuyer nos startups. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide beaucoup les incubateurs. Donc, on soutient les grands incubateurs à Montréal, au Québec, partout à travers le pays, parce que c'est la façon de pouvoir incuber nos startups. Aussi, on travaille avec beaucoup, dans le fond, le ministère de l'Innovation avec le programme Paris, mais ça, c'est plus pour tout ce qui est technologique. Donc, n'importe quelle startup dans le domaine technologique connaît le programme Paris parce qu'il est très, très, très populaire. Puis, dans le fond, il fait une grosse, grosse différence. Et puis, là, c'est sûr que présentement, en pleine pandémie, nos startups avaient de la difficulté des fois à démontrer que, étant donné que il n'y avait peut-être pas autant de revenus l'an passé ou peut-être qu'ils étaient en très, très grande croissance, qu'ils n'auraient pas accès à la subvention salariale ou pas accès à différentes formes de prêts. Mais dans ce temps-là, Robert, moi, ce que je leur dis, c'est venez nous voir parce que nous, on est capable de régler cette question-là. C'est pour ça qu'on a ce nouveau programme phare-là. Puis ça va aider nécessairement les startups à avoir accès à des fonds. C'est la bonne nouvelle. Écoute, le dernier point, c'est ma surprise depuis que je suis au HEC, ça fait 6 ans, j'accompagne des jeunes entrepreneurs. Leur sensibilité à l'environnement est très grande. Je pense à Simon Pius de Maxime Technologies qui vient de lancer des solutions énergétiques pour les bâtiments, les rendre plus intelligents. Tous les projets qu'on a, même si ce n'est pas dans le secteur de l'économie verte, mais dans leur modèle d'affaires, ils intègrent ça. C'est vraiment, pour moi, c'est une réalité sur laquelle il faut t'adapter. Est-ce que vous croyez à la relance verte et inclusive? Oui. C'est votre projet. Oui, c'est notre projet. En fait, c'est le seul choix qu'on a. Et puis, on le voit, les différents pays, surtout l'Europe, s'est positionné parce qu'ils ont déjà dit que suite à la pandémie, ils allaient lancer des grands programmes de stimulus économique pour faire une relance verte. Et nous, on l'a dit aussi. On a déjà dit que dès que on allait dans le fond, que la vaccination allait être vraiment bien entamée, puis qu'il y allait avoir une grande partie de la population qui était vaccinée, qu'on allait lancer un stimulus économique qui allait être entre 3 et 4 du PIB, donc entre 70 et 100 milliards de dollars sur 3 ans, le plus gros programme de stimulus économique de notre histoire, qui est conforme à ce que l'Europe fait et même ce que l'administration Biden est en train d'étudier, et que ça allait être basé sur une relance verte et inclusive. Verte parce qu'il faut décarboniser notre économie. On a déjà dit qu'on voulait être carboneutre d'ici 2050. On a déjà quelques programmes, mais il faut en faire plus. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un nouveau plan pour contrer les changements climatiques et ça va passer par des emplois verts. Ça va passer par le fait que soit qu'on aide à nos entreprises, surtout nos PME, à pivoter, à vraiment diminuer leur impact environnementaux, particulièrement dans le milieu manufacturier, ou soit qu'on aide ces jeunes pousses-là, ces entreprises-là, à développer des nouvelles technologies. Et ça va être certainement au cœur de ce qu'on va faire et ce sur quoi je travaille présentement, de façon très pointue. Je pense aussi, Robert, qu'on a un travail à faire à expliquer à la population c'est quoi des emplois verts. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi eux peuvent avoir accès à ces opportunités-là ou leurs enfants? Parce qu'il y a quand même une anxiété dans cette espèce de transfert-là, de changement économique. C'est comme les questions numériques. C'est comme si le changement va vite. Alors, les gens se posent la question, moi, est-ce que je veux garder mon emploi? Est-ce que je veux perdre mon emploi? Donc, c'est quoi mes perspectives d'avenir? Et c'est pour ça qu'il faut être capable justement de parler aussi de relance inclusive parce qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment des gens. Puis il ne faut pas penser qu'on va pouvoir avoir une meilleure société et donc aussi une meilleure économie s'il y a beaucoup de gens qui y perdent au change. Donc,
C'est pour ça que toute la question des femmes, la question des personnes racisées ou des personnes qui pourraient être dans des secteurs de l'économie, surtout dans la matière de ressources naturelles, qui pourraient se retrouver à à vivre des conséquences négatives des changements d'investissement dans leur domaine. Ça fait que ça, c'est très, 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 très important. Et puis, on ne peut pas se retrouver après une pandémie où on a travaillé très fort avec nos entrepreneurs, avec tout le monde au pays pour essayer de calmer le jeu, de mitiger les risques, faire en sorte qu'il y ait un filet social. Puis après, on exacerbe les tensions, on exacerbe les inégalités. Et là, on se retrouve à avoir un impact sur notre démocratie, sur notre vivre ensemble. Puis essentiellement, c'est pas là qu'on veut aller. Là, on le voit, qu'est-ce qui peut se passer dans certains endroits du pays, du monde. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait pour nos entrepreneurs et les gens a un lien direct sur qu'est-ce qui peut se passer au niveau macroéconomique et aussi géopolitique. Merci de nous donner ce portrait global-là aussi. C'est intéressant, mais je pense qu'on est rendu là. Comme société, les jeunes, moi j'enseigne à des jeunes aussi, et plus mon accompagnement, puis ils ont une ouverture à cette économie verte-là, à cette inclusion. C'est exceptionnel qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années. Oui, c'est vrai. Madame la ministre, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité, de votre ouverture. Ça m'a fait plaisir, Romain.